Bien le bonsoir, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va faire la revue de la semaine, comme chaque fin de semaine. Donc, on est dimanche. Sans plus tarder, je vais direct aller sur les graphes. Voilà. Donc, pour cette semaine, la vidéo, je vais la décomposer en trois parties, je pense. D'abord, on va regarder d'un point de vue fondamental ce qui s'est passé. On va regarder la réaction du prix. Et puis après, je vais vite faire regarder les positions que j'ai prises, les erreurs, les bonnes choses que j'ai faites, etc. Je vais essayer de pas être trop long, même si je dis ça à chaque vidéo, et au final je suis super long. Mais donc sans plus tarder, on va attaquer d'un point de vue fondamental. Donc pour l'analyse fondamentale, il faut savoir que toute la semaine, et c'est noté tout là-haut, vous voyez que je cherchais de la baisse. Donc quand j'écris mon billet en rouge, c'est que c'est baissier d'office. Après, je mets en détail où est-ce que j'envisage la paire dans la semaine. Mais donc quand vous voyez billet baissier euro-dollar, ça ne veut pas nécessairement dire là tout de suite, dans l'immédiat, l'euro va diminuer face au dollar. Ça peut être, comme je l'ai dit, un billet sur la semaine complète. Et donc, il faut interpréter ça comme j'anticipe une baisse de l'euro, mais je ne sais pas exactement quand. Et donc j'avais ce billet baissier sur l'euro-dollar depuis le début de la semaine, donc quand il était aux alentours de 1,0950, ok. Alors la raison derrière ce billet baissier, c'est que dans la semaine, on avait donc les données d'inflation. Ici, on avait le CPI, on avait le PPI, et alors on avait aussi les ventes au détail. C'était les données principales de la semaine. Après, en fin de semaine, on avait l'enquête de l'Université du Michigan sur le sentiment des consommateurs, mais comme elle sortait le vendredi à 15 heures, elle ne pouvait pas avoir un grand impact sur les marchés, puisque les marchés fermaient juste quelques heures après. Mais donc les données principales c'était CPI, PPI et Retail Sales. Okay, pour ma part, j'anticipais un risque que l'indice des prix à la consommation, donc le CPI, sorte plus élevé que prévu pour plusieurs raisons. L'une de ces raisons était notamment qu'on avait déjà observé dans les enquêtes d'activité, donc les PMI, on avait déjà observé un chiffre assez fort du sous-indice de prix. Ça veut dire que quand vous regardez le PMI, si vous voulez, on peut faire l'exercice ensemble. Donc quand vous regardez les PMI, non pas ceux de SCP Global, c'est vraiment ceux, voilà, c'est les PMI de ISM, voilà. Donc vous allez, attendez, on va aller là-dessus, on va prendre celui des services. Donc ici en fait, bon, je vais pas décomposer toute l'application, j'ai déjà fait assez de vidéos là-dessus, mais disons simplement que dans cette enquête, il y a un sous-indice qui mesure du coup l'accélération ou la décélération des prix dans l'économie américaine durant le mois ici, donc c'est pour le mois de février. Et donc ici, on voit que l'indice des prix est quand même sorti à 58,6, ce qui est élevé par rapport au niveau 50 qui représente l'équilibre. Donc si cet indice-là sort à 50, ça veut dire que les prix n'ont ni augmenté ni diminué dans l'économie à ce mois-ci. On avait observé un rebond très important dans le secteur des services au mois de janvier, donc de 64, c'était le niveau le plus élevé en pratiquement un an. Et puis on a certes observé une décélération par rapport à janvier, mais l'indice s'est toujours établi à 58, ce qui est énorme. Donc on voit que, ok, l'inflation augmente, donc increasing, à un rythme moins élevé, donc l'augmentation est plus lente, mais ça reste une augmentation élevée par rapport au niveau des mois précédents. Donc déjà ça m'avait mis la puce à l'oreille. Pardon. Et alors diverses enquêtes... diverses autres enquêtes en fait, parce que celle-ci c'est un peu un indice global, l'ISM, mais on a tout un tas d'autres petites enquêtes. Vous voyez les données en jaune ou en orange que les gens regardent pas vraiment sur Forex Factory, ben je m'amuse à les regarder. Et avant donc que la publication ici mi-mars sorte sur l'inflation aux États-Unis au mois de février, j'avais déjà des indices, comme je vous l'ai dit, sur l'état de l'inflation au mois de février. Et donc bien évidemment la réflexion derrière est un peu plus poussée que ça, mais comme ça vous comprenez l'idée. Tout ça m'a amené à penser qu'on risquait d'avoir une publication CPI plus élevée que prévu, et c'est ce qu'on a eu au niveau des 4 indices, sauf le CPI en rythme mensuel, donc d'un mois sur l'autre, mais vous voyez qu'ici on est sorti à 3,2, on attendait à 3,1, 3,8, 3,7, etc. Donc tout est sorti dans le vert, supérieur aux attentes. Mais la réaction initiale de l'euro et du dollar, du coup, à la nouvelle n'a pas été très importante. Vous voyez, c'est ce chandelier-ci en particulier. L'euro, à ce moment-là, n'avait pas pris de direction claire. Il faut savoir que à l'origine, moi, je le voyais dans une tendance haussière sur 4 heures. Donc ici, on a un bas, ici, on a un haut. Et selon moi, l'euro entamait une sorte de retracement baissier face au dollar. Donc ça, c'était d'un point de vue technique. Et j'attendais en fait ce trigger, ce déclencheur fondamental pour vraiment faire chuter l'euro vers des niveaux que j'avais identifiés autour de 1,087, donc 1,0870 plus ou moins ici, et 1,0890. Donc vraiment cette zone-là, ok. Bon, là, je ne l'ai plus, malheureusement. Ou peut-être qu'elle est encore là. Ouais, elle est encore ici. Mais du coup, sur le graphique 4 heures, cette zone-là, en fait, m'intéressait pour aller chercher des profits dans le cas où je prenais un short. Mais avant de short l'euro, même si d'un point de vue fondamental, j'avais quelque part une raison, il me fallait non seulement la confirmation, donc il fallait que l'inflation soit bel et bien supérieure aux attentes, et il me fallait aussi un setup technique de vente.
Donc je n'avais pas encore ça. Mais donc là, je vous ai expliqué la raison pour laquelle mon billet était baissier. Donc c'était d'une part pour ce CPI. Du coup, forcément, si l'inflation mesurée par le CPI risquait de sortir plus élevé que prévu, le PPI aussi risquait de sortir plus élevé que prévu, et c'est ce qui s'est passé. Et alors pour les ventes au détail, je m'attendais aussi à un rebond, à peu près de 0,8%, enfin c'était les attentes. Pourquoi un rebond? Parce qu'on avait déjà observé dans une enquête parallèle que les ventes d'automobiles au mois de février, ou attendez, au mois de janvier, je vais juste vérifier pour pas dire de bêtises. Oui, c'est bien au mois de février. Donc on avait déjà observé que les ventes d'automobiles au mois de février avaient augmenté plus que prévu. Et donc ça sous-entendait que les ventes au détail, de façon générale, risquaient d'augmenter plus que prévu. Parce qu'il faut savoir que les véhicules, donc les automobiles, je ne sais pas si je peux aussi vous montrer un graphique, j'aime bien vous montrer souvent une image à la pluie parce que je trouve qu'on retient mieux. Si je fais que vous parlez, vous allez moins bien retenir que si je vous montre. Mais donc ça, par exemple, c'est l'enquête des retail sales, donc des ventes au détail. Et donc vous voyez sur les petits graphiques, en fait, que essentiellement, ici, ce que vous voyez auto, donc ça peut être un peu compliqué à lire, mais je vous assure, c'est simple. Donc la colonne noire, ok, donc ici c'est en décembre. Attendez, je vais même faire un screen. Attendez, hein. Hop, voilà. Donc, je disais, donc ça c'est pour décembre, ça c'est pour janvier, ça c'est pour février. Et donc on a 4 mesures sur ce graphique. La colonne noire, donc c'est le total, donc c'est le chiffre que vous voyez sur Forex Factory de vente au détail. Excluding auto, c'est en fait la même mesure, donc ce sont les ventes au détail, mais à l'exclusion des chiffres de vente au détail de véhicules, parce que c'est une composante qui a tendance à être assez volatile. Et puis alors ici, vous avez uniquement la composante des véhicules, qui est mesuré. Et donc juste avec ces 3 informations là que je viens de vous donner, vous voyez que donc les ventes au détail ont légèrement augmenté, pour être exact de 0,6% au mois de février, et que quand on regarde le détail en fait de ces ventes au détail justement, on voit que c'est pas tant la composante des marchandises générales, donc General Merchandise, qui a augmenté, c'est surtout les ventes de véhicules, donc les ventes d'automobiles. Ok, mais donc voilà, c'est juste pour comprenez bien en fait que les ventes de véhicules constituent une part majeure des ventes au détail et qu'elles ont tendance à être assez volatiles d'un mois sur l'autre, et qu'on savait déjà avant que la publication des ventes au détail sorte que les ventes au détail au mois de février avaient été plus élevées que prévu, elles avaient été solides en raison d'un rapport parallèle qui est publié avant celui des ventes au détail. Et donc en sachant ça, on peut se dire tiens, les ventes de véhicules jouent un rôle important dans les ventes au détail, elles sont sorties plus élevées que prévu au mois de février, on peut s'attendre à ce que les ventes au détail sortent plus élevées que prévu au mois de février. Mais donc, ces deux choses que j'ai essayé d'expliquer le plus simplement possible me donnaient des raisons de penser qu'on allait avoir un chiffre solide pour les ventes au détail et un chiffre solide pour l'inflation. Alors comme vous le voyez ici, les ventes au détail sont sorties inférieures aux attentes, mais si on regarde, elles sont sorties certes inférieures aux attentes, mais elles sont toujours en hausse, donc de 0,6%, ce qui est quand même un chiffre solide. Et selon la Réserve fédérale d'Atlanta, donc c'est la Fed d'Atlanta, elle estime, sur base de ces ventes au détail, qui, du coup, je l'ai écrit ici, je vais vous le lire. Voilà, donc cette catégorie, donc pas la catégorie générale, mais si on prend les ventes au détail et qu'on exclut l'automobile, les carburants, les matériaux de construction, etc., cette catégorie est la plus proche de la composante des dépenses de consommation des ménages entrant dans le calcul du produit intérieur brut. Donc du coup, la Federal Reserve d'Atlanta a pris cette sous-mesure des ventes au détail, les a utilisés pour calculer une estimation de ce que le PIB pourrait être du coup au premier trimestre de cette année. Et donc elle a estimé le PIB à un taux annualisé de 2,5%. Formulé en français, donc qu'est-ce que ça veut dire tout ce que je viens de dire? C'est que même si certes les ventes au détail sont sorties inférieures aux attentes, donc à 0,6% au lieu de 0,8%, non seulement c'est un chiffre toujours positif, c'est un chiffre qui est assez solide et c'est un chiffre qui sous-entend un PIB de 2,5% au premier trimestre, ce qui est énorme. Je ne sais plus qui avait dit dans le Discord que les États-Unis avaient eu un PIB inférieur aux attentes et que donc c'était mauvais et qu'ils ne comprenaient pas pourquoi le dollar continuait à monter, enfin c'était à l'époque. Et puis j'avais répondu à cette personne que même si le PIB américain est peut-être moins élevé que prévu, enfin en tout cas à ce moment-là était moins élevé que prévu, si vous comparez les PIB du monde, les États-Unis, les gars, sont au top de la liste. Donc là vous avez les pays principaux du monde, ok, pour lesquels on a des mesures du PIB. Au dernier trimestre, ok, les États-Unis étaient à 3,2%. Donc même si on prend l'Argentine qui est à 2,7, ok, mais même si vous prenez la Chine par exemple, elle a que 1% de croissance au dernier trimestre. Si on prend par exemple la zone euro, bon ça vous le savez, mais elle est pratiquement en récession. Si on prend l'Allemagne aussi, qui est généralement un pays qui performe bien économiquement, ben, en fait on est avec un PIB négatif. Mais donc il faut mettre les choses en perspective, et c'est vrai que même si maintenant, admettons que la prochaine publication du PIB soit inférieure à 3,2%, ça reste un PIB dans le top 3 en fait des pays du monde. Mais bref. Mini parenthèse. Mais donc, avec toutes ces choses-là,
vous avez bien compris, mon billet baissier pour la semaine, je cherche de la vente, etc. D'un point de vue un peu plus technique, et on va passer sur du 1 heure, donc le graphique que vous voyez là, c'est l'euro-dollar en 1 heure. Donc comme je l'ai dit, on avait rejoint un plus haut sur 4 heures, et j'anticipais un retracement de la structure. En début de semaine, on a eu ce que j'appelle un changement dans le flux d'ordre, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, celle où j'analyse justement un trade, que je vous invite à aller voir, donc je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais du coup à ce moment-là, j'ai commencé à identifier un changement dans le flux d'ordre du marché. C'est un peu, à partir du moment où ici le prix avait spike, ça veut dire fait une mèche en dessous de ce niveau-là, je commençais à me dire tiens, peut-être qu'on est justement à un plus haut 4 heures et qu'on entame la phase de retracement sur 4 heures. Bien évidemment, il y avait d'autres indicateurs qui me disaient cela, mais c'était vraiment l'impression de ces chandeliers-là qui me disait ok, maintenant je commence déjà plus sérieusement à chercher de la vente. Ensuite, donc le prix a fait son chemin, Ici, ce que vous voyez là, avec les 3 flèches rouges, et c'était une erreur complète de psychologie, j'ai pas fini en perte ce jour-là, mais c'était quand même pas, honnêtement c'était pas ma meilleure performance de trading. On a eu du coup la publication du CPI. CPI, comme je l'ai dit, le marché n'a pas énormément réagi, pour vous donner un exemple. Donc ça, c'est le CPI, ça c'est le PPI et les ventes au détail. Donc on voit que le marché a quand même beaucoup plus réagi à la publication de jeudi qu'à celle de mardi. Mais donc, mine de rien, donc malgré ça, j'ai quand même essayé de me positionner à la vente parce que je me dis, si le CPI sort supérieur aux attentes, on a le prix qui va chuter. Alors pourquoi vous voyez 3 flèches? C'est parce que j'ai pris 3 positions de vente à ce moment-là, mais successivement, donc pas tout en même temps bien évidemment. En fait, j'en ai d'abord pris une première un petit peu avant la publication, avec un stop qui était positionné au-dessus du coup de cette range qui s'était formée le lundi matin, donc c'était pour la session asiatique du lundi. Et alors mon TP allait chercher la zone dont je vous avais parlé sur 4 heures. Ok, donc j'avais plus ou moins un trade comme ça. J'ai pas les mesures exactes, mais j'essaie de vous simplifier les choses. Donc j'avais plus ou moins cette position-là. L'erreur que j'ai faite en fait, c'est de me dire ok, donc un peu avant la publication, honnêtement, je sais pas vraiment pourquoi, parce que je ne suis plus à ce moment-là. Si j'avais évalué mes sentiments à ce moment-là, j'aurais pu vous dire exactement pourquoi, mais je pense que j'ai pris peur de perdre de l'argent. J'ai pris peur que dans le cas où l'annonce était moins bonne que prévu, le prix spike, parte à la hausse et me sorte. Et donc ça m'a poussé. En tout cas, voilà, je ne sais pas vraiment la raison émotionnelle pour laquelle j'ai fait ça, mais disons plutôt que je sais que juste avant la publication, j'ai diminué mon stop à peu près 8 pips. Et donc je l'ai mis au-dessus de ce haut de structure-là. Parce que je me suis dit, tiens, si la publication sort meilleur que prévu, le prix va chuter. Et c'est ce qui s'est passé, c'est ça le pire. Au départ, le prix a chuté. Ok, chuté. Et puis, il est complètement remonté. Il m'a sorti. Et j'avais pas pris de profit partiel à ce moment-là, il me semble. Ah, attendez, je vais vérifier. Non, c'est pas là-dedans. J'ai pas la page ouverte. Bon, c'est pas grave. Mais bref, peu importe. Ce que je veux dire par là, c'est que du coup, je me suis fait sortir de ma position. Et à ce moment-là, j'étais là en mode mais merde quoi. Donc déjà j'étais en profit un petit peu, etc. Et puis en plus, ma position était toujours valide parce que comme vous le voyez après, j'ai repris une position. Pardon, je suis un peu malade. Juste après, j'ai repris une position parce que je savais que mon billet était correct. Je savais que l'euro allait chuter et que c'était juste un mouvement institutionnel, si on veut, pour venir chercher des liquidités plus haut. Mais je savais que l'euro allait se déprécier. Donc du coup, j'ai réouvert une position, puis après, j'ai pu la fermer ici. Mais ce que je veux dire par là, en fait, c'est que mon erreur, elle a été de déplacer du coup mon stop, alors que ça respectait pas mes règles, parce que j'aurais pu déplacer mon stop seulement si le prix fermait ici en dessous, c'est selon mon plan et mes règles et ma stratégie. Bref, donc je n'ai pas respecté ma stratégie et du coup j'ai déplacé mon stop beaucoup trop vite parce que j'ai fait preuve de cette peur en fait, peut-être de perdre de l'argent ou de se tromper, etc. Ou enfin bref, cette peur de sortie des marchés alors que le prix allait clairement chuter. Surtout que à ce moment-là, l'annonce était sortie, donc je savais que le prix allait chuter, j'avais la confirmation, j'avais plus ce stress. Mais bref, donc ça c'est pour la raison pour laquelle vous voyez autant de flèches, en fait, c'est que j'ai pris une première position, je me suis fait sortir. Ensuite, j'en ai ouvert une deuxième, puis je me suis dit non, je peux pas faire ça, là je cède à la panique, je viens de me faire sortir, je rouvre une position, je les close instantanément au break-even. Et puis j'ai pris du recul, j'ai respiré, j'ai attendu qu'un chandelier s'imprime sur 15 minutes pour vraiment voir comment le marché évoluait, parce que souvent, tu as beaucoup de volatilité, beaucoup de réactions émotionnelles de la part des marchés juste après une annonce économique. Sauf que, à force de les voir, ces annonces, parce que je me suis dit, bon, ok, arrête de faire les mêmes erreurs que tu fais à chaque fois depuis des années, et commence un peu à te comporter comme un trader pro. Tu sais, et donc je m'adressais à moi-même quand je me disais ça, je me disais, mais tu sais que souvent, les 15-30 premières minutes après une annonce, c'est un peu bordélique, mais ensuite le prix prend une direction claire. Donc j'ai attendu à peu près quelques minutes, et puis ensuite je me suis repositionné à la vente parce que j'ai réanalysé les données, je me suis dit non, là, avec le CPI qu'on a,
c'est bon pour une baisse de l'euro. Je me suis positionné en short, j'ai fermé mes profits j'ai pris des profits rapidement, donc j'ai clôturé ma position, j'ai déplacé mon stop, et puis ça m'a sorti en profit. Du coup, mon stop était en profit, j'avais déjà pris des profits partiels, donc ça m'a sorti un peu en profit, mais globalement, cette journée-là, était une journée à zéro, parce que du coup, avec les pertes, la perte que je me suis pris, plus le break-even, plus le petit profit, j'ai terminé la journée à zéro. Bon, c'est pas grave, parce que de toute façon, après, donc le lendemain, le mercredi, ok, il n'y avait aucune donnée économique, donc le prix a eu le temps de... aucune donnée économique importante, le prix a eu le temps de refaire son chemin à la hausse, et c'est là où j'ai commencé à prendre du recul en me disant, bon, ça, c'est la réaction qu'on a eue du CPI, qui est très faible, qui est vraiment pas dingue compte tenu de la donnée. C'est quand même une data importante que la Fed a besoin, et ça remet complètement en cause les paris des investisseurs des marchés sur la trajectoire des taux d'intérêt. Donc là où on anticipait en début de la semaine à peu près 70% de chance la possibilité d'une baisse des taux de la Fed en juin, on n'était plus que sur du 60%, même un peu moins en fin de semaine. Donc il y a eu un recul des anticipations de marché, c'est ce qui explique du coup la baisse de l'euro sur la semaine d'à peu près 0,6% entre l'ouverture et la fermeture, enfin un peu moins de 0,6%. On est plutôt sur du 0,46%. Okay, mais donc voilà, je me dis, bon, ok, une réaction un peu, voilà, pas terrible. Ça veut dire, si on devait donner une raison derrière ça, que il n'y a pas assez de personnes qui ont sauté à la vente. Ou en tout cas, il n'y a pas assez de liquidité, si je peux appeler ça comme ça, pour que l'euro poursuive sa baisse. Et donc je me suis dit à ce moment-là, bon, ok, mercredi on va être prudent, je prends pas de position, j'ai repris une position jeudi du coup. Mais ce que j'attendais de voir, c'est jusqu'où est-ce que le marché va monter, parce que je le savais. Je me suis dit, je l'ai mis ici, je me suis dit, bon, ce niveau-là était trop haut, si on veut, que pour que le prix chute en fait. Trop bas que pour le prix chute, ok. Donc les investisseurs, je parle des institutions forcément, voudront forcément faire remonter davantage le prix pour aller chercher un niveau de prix bien plus élevé juste avant du coup la publication du PPI et des retail sales qui allait faire chuter l'euro. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ça veut dire que mercredi, en l'absence de données, on a observé une remontée progressive du prix. Le prix est remonté. Il est venu chercher toute la liquidité qui avait été formée par des gens qui ont potentiellement vendu l'euro prématurément au début de semaine, comme moi en fait, même si moi je m'en suis plutôt bien sorti, mais peut-être que des gens avaient toujours des positions de vente ouvertes, notamment avec la publication du CPI, parce que du coup ça donnait clairement un billet baissier pour l'euro. Toutes ces personnes-là, du coup, se sont faites sortir progressivement, sortir ici. Peut-être que même certaines personnes qui avaient des positions avec un stop proche de ces niveaux-là se sont aussi fait sortir. Et puis une fois que le prix avait saisi toutes ces liquidités, qu'il avait rejoint le niveau 1,0960 plus ou moins, il a commencé à se redéprécier pour finalement nous donner un setup de vente, même si... En soi, je ne trade pas. En fait, ici, j'avais un setup de vente sur 5 minutes, mais je ne trade pas 5 minutes. Et donc, j'attendais un setup sur 15 minutes. Et mon setup sur 15 minutes, il m'a été donné ici. Donc, ça veut dire que j'ai pris ma position de vente uniquement là. Même si, quelque part, j'avais déjà un setup de vente à ce niveau-là qui s'imprimait dans une zone intéressante. Après avoir saisi des liquidités, etc., j'aurais pu venir vendre l'euro à ce moment-là. Mais comme je l'ai dit, je ne m'intéresse pas aux petites plages de temps. Je prends vraiment les unités de temps moyenne, on va dire 15 minutes, 1 heure, 4 heures. Donc j'ai attendu du coup une inversion sur 15 minutes. Et à ce moment-là, quand j'ai eu mon setup, même s'il n'était pas complet, je dois être honnête, le setup n'était pas complet, mais comme je savais, ou en tout cas il y avait une probabilité plus élevée que les données qui allaient sortir à 14h30 ou à 13h30, parce qu'on a eu un changement d'heure, allaient être bearish, donc baissière pour l'euro, je me suis positionné en avance, entre guillemets. Et donc, j'ai pris cette position de vente ici, qui ressemblait à quelque chose comme ça. Donc j'avais mon short, je ne sais plus exactement à quel niveau. J'avais mon stop au-dessus de ce niveau-ci. Et alors j'avais mon TP en 1,09, je crois que c'était à peu près 2R. Alors j'aurais pu aller chercher plus loin, je suis d'accord. Mais comme j'avais un peu de doute, puisque vu la réaction au CPI, je me suis dit, bon, peut-être que les investisseurs vont être réticents à pousser l'euro en dessous du niveau 1,09 qui est ici. Donc c'est un niveau psychologique. En dessous du niveau 1,09, parce qu'ils ont simplement pas l'air de vouloir sauter sur un euro baissier. Donc peut-être que l'euro allait finir la semaine autour de 1,09 ou au-dessus. Donc j'ai pas voulu être trop agressif, surtout vu la merde que c'était mardi. Donc je me suis dit, sois pas trop gourmand. Trade ta stratégie correctement, prends ton entrée, déplace rapidement ton stop, prends des partiels et prends un TP à 1,09. On n'est pas à 10, 15, 20 pips près, enfin surtout pour ma part où je vais trader des 50, 60, 80 pips, je suis pas à 10, 15 pips près. Donc je me suis dit ok, je sors à 1,09 et puis ça me permettait aussi après de respirer parce que le lendemain il allait rien se passer, comme je l'ai dit, parce qu'on avait déjà eu le CPI, le PPI, les retail sales et donc ça ne m'intéressait pas de garder des positions ouvertes jeudi soir et vendredi, etc. Donc j'ai tout clôturé jeudi, j'ai fini ma semaine jeudi.
Donc voilà, et donc ça c'était la dernière position que j'ai prise, qui était bien meilleure du coup, parce que tout s'alignait, elle respectait ma stratégie. Au niveau de ma psychologie, elle était intacte, j'ai pas déplacé prématurément mon stop, et donc tout était nickel et tout était clean. Bref, donc, pour résumer, donc sur ma semaine, mais je crois que je l'ai déjà dit, je sais pas, donc j'ai fait un plus 1,64R, donc c'est très peu, ça je suis d'accord, mais il faut savoir que je risque moins de 0,25% par trade, donc mon risque est très faible, je sais qu'il y a des gens qui risquent par exemple 1%, 2%, je risque un quart de pourcent, donc 0,25% par trade, ce qui m'a fait que 1,64R, forcément, parce que, attendez, sur cette position-ci, je vous ai dit que c'était déjà un 2R seulement, parce que bon, malheureusement en fait avec ces positions-là, j'ai quand même vachement rogné mon compte, donc ici c'était un 2R, mais j'ai pris des profits partiels, j'ai déplacé mon stop, etc. Donc ça a renié mes profits, et donc en réalité mon R était ridicule. Mais c'est pas grave dans le sens où je suis quand même content parce que je finis la semaine en profit, et ça efface du coup mes pertes de la semaine passée. Ça remet mon compte un peu dans le vert, etc. Donc ça c'est cool. Mais donc juste pour vous lire ici, pour être sûr qu'on soit bien tous sur la même longueur d'onde. Donc l'euro a terminé la semaine en baisse face au dollar, ok, sans pour autant effacer R, les gains de la semaine précédente. Donc si maintenant je devais me mettre en weekly, comme ça vous voyez bien. Donc vous voyez ici qu'en weekly, hop, on a eu donc une baisse de l'euro, mais ça n'a pas invalidé la grosse hausse qu'on a eue d'une centaine de pips la semaine qui précédait. Alors pour rappel, cette hausse, elle était liée du coup au ralentissement du marché du travail qu'on avait observé, et aussi des secteurs d'activité selon les enquêtes PMI. Donc ça c'était pour la semaine avant. Ok. Donc à l'issue de cette semaine-ci, donc là je parle bien de celle qui vient de s'écouler, les investisseurs ont remis en cause la possibilité pour la Fed de réduire ses taux en juin. Et donc maintenant, ils envisagent plus qu'à 59% le scénario, donc la possibilité d'une baisse des taux en juin. Les investisseurs en fait commencent à envisager la possibilité qu'une baisse des taux pourrait survenir plus tard dans l'année, donc en juillet. Et donc tout ça, forcément, c'est bullish pour le dollar. Donc l'euro s'est déprécié sur fond de recul des anticipations du marché concernant la trajectoire du taux, tandis, et ça c'est très important, mais on aura largement l'occasion d'en parler dans la semaine qui vient, tandis que la Réserve fédérale délivre sa décision de politique monétaire la semaine prochaine. Donc si je reprends mon calendrier, vous voyez qu'ici on a le Fed Fund Rate, donc la décision du taux d'intérêt de la Fed, qui est mercredi prochain, mercredi soir, donc dans 3 jours. Décision très importante qui donnera probablement la direction de l'euro pour la fin du mois de mars du coup. Et pour ma part, attendez, je me remets sur 4 heures, comme ça je vous fais une petite prévision. Attendez, voilà. Donc pour ma part, en fait, comme je vous l'ai dit, on est selon moi dans une phase de retracement sur 4 heures. Je vois pas trop comment l'euro pourrait rebondir. Alors à très court terme, oui, peut-être, revenir un peu plus haut, mais pour moi, dans l'ensemble, sur du coup le mois de mars, on reste dans une tendance baissière de l'euro. Parce que, donc avec les données déjà qu'on vient d'avoir, mais aussi parce qu'il y a ce risque, et je l'ai écrit juste après, je vais vous lire la phrase, mais il y a ce risque en fait que la Fed prenne une décision hawkish la semaine prochaine. Donc, quelle serait une décision hawkish de la Fed? Ce serait, voilà ce que j'ai écrit ici, le risque pour la Fed de réduire ses projections de baisse de taux en 2024 à 50 points de base plutôt que 75 points initialement. Donc, je suis obligé de vous le montrer parce que sinon vous n'allez peut-être pas comprendre. Donc il faut savoir que pas à chaque réunion de politique monétaire, mais de temps en temps la Fed publie des projections économiques. Donc vous le voyez ici, c'est FOMC. Donc FOMC c'est le comité qui du coup prend les décisions de politique monétaire au sein de la Réserve fédérale. Donc le FOMC publie des projections économiques. Donc des projections économiques c'est quoi? C'est ce que la Banque centrale américaine prévoit qui va se passer pour l'inflation, pour la croissance, pour tout un tas de choses, et notamment des projections économiques pour leur taux directeur. Et donc si je reprends les dernières projections économiques, je vais vous les trouver, donc c'était pas en janvier, c'était en décembre, on est bien sur 23, voilà, Projection Materials, PDF. Vous voyez en fait, alors bon, au début honnêtement c'est un peu difficile à lire, peut-être que je pourrais vous faire une vidéo là-dessus pour savoir lire les projections économiques, mais tout ce qui m'intéresse en fait ici, c'est le Fed Fund Rate pour 2024, ok. Donc si vous regardez le Federal Fund Rate pour 2024, la Fed envisageait un Fed Fund Rate à 4,6%. Alors que le taux actuel était à 5,4%. Donc qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est que si maintenant le taux est à 5,5% en moyenne, et qu'on l'envisage à 4,5% en moyenne, 4,6% en moyenne, oui, je reformule, pardon. Si le taux projeté de la Fed est à 5,4% et que la Fed envisage des réductions de taux jusqu'à 4,6% en 2024, ça veut dire qu'elle envisage 0,75 points de baisse de taux. Bon, en réalité, c'est 0,8, mais on va dire 0,75 points de baisse de taux en 2024.
je regarde juste un truc, un petit instant. Ouais. Bref, peu importe. Enfin, j'essaie de pas rentrer trop dans... Oh, ok, on va faire autrement, on va faire plus simple. Parce que si je commence à devoir lire les projections économiques, ça va être trop compliqué pour vous. Mais disons simplement, en fait, que ce que vous voyez là, ok, les points, ok, c'est ce que les membres du comité, ok, de la Fed ont voté. Ça veut dire qu'on leur a demandé, par exemple, ok, selon vous, où est-ce que le taux directeur sera cette année? Et là, vous voyez que la plupart a voté pour un taux directeur entre 5,25 et 5,50%. C'est le cas actuellement. Ensuite, on leur a demandé, ok, pour 2024, où est-ce que vous voyez le taux directeur, le taux terminal, ok, où est-ce que vous le situez? Et vous voyez, bon, c'est bien évidemment un peu mixte, mais que globalement, on le situe aux alentours de 4,5 à 4,75%. Donc ceci impliquerait 0,75 points de base de baisse de taux. Ou pour le dire très simplement, voilà, pour simplifier tout ce que je viens de dire sur les dernières minutes, la Fed envisage 3 baisses de taux en 2024, de 25 points de base. Okay. Sauf que le risque qu'il y a, maintenant qu'on a vu des données d'inflation élevées en janvier, en février, qu'on a observé un marché du travail toujours solide, etc., c'est que les décideurs politiques, la semaine prochaine, quand ils vont refaire du coup ce tableau-là avec leurs projections, le risque c'est qu'ils se disent, ben en fait on n'envisage plus 75 points de baisse, mais 50 points seulement de baisse. On n'envisage plus que 2 baisses de taux cette année parce que plus de baisses que ça, ce ne sera pas nécessaire, ce sera trop en fait. Et si ils prennent cette décision-là, donc si on observe une révision à la baisse dans les projections du taux directeur de la Fed, dans ces projections économiques, bref, c'est une longue phrase, ce sera clairement, pour le dire simplement, hawkish, ok, comme décision, ce sera bullish du coup pour le dollar, donc le dollar devrait s'apprécier, l'euro devrait se déprécier. Et donc pour le dire simplement, tout ce que je viens de dire, donc si la Fed revoit à la baisse ses projections, ça va faire encore chuter l'euro et peut-être que l'euro rejoindra des niveaux comme 1,0840, voire même, qui sait, le niveau psychologique 1,08. Mais donc pour l'instant, mon billet est clairement baissier sur l'euro, même si à court terme, j'envisage un risque haussier pour venir nettoyer un peu les zones de déséquilibre, assainir un peu la structure de prix. Mais globalement, c'est ce que j'envisage pour la semaine prochaine. Bref, je continue. Donc, en soi, on a fini, parce que du coup, là, ce qui reste, c'est les ventes au détail, donc je vous en ai déjà parlé. Et puis alors, on avait en fin de semaine l'enquête sur le moral des ménages, qui a chuté un petit peu, enfin l'indice s'est dégradé légèrement, plus que prévu, mais pas important parce que comme vous le voyez, la réaction sur le prix a été quasi nulle, hein, donc ça, si je fais comme ceci, donc le rectangle bleu que vous voyez, c'est l'action des prix vendredi, vous voyez que le prix n'a pas vraiment bougé parce que du coup les gens ont déjà fait leur semaine avec ce gros mouvement de prix. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout. Après, je me suis pas trop arrêté sur la psychologie cette semaine. Je voulais juste du coup vous montrer un peu l'évolution des marchés du coup, d'un point de vue fondamental, d'un point de vue technique. Au niveau de la psychologie de trading, j'en ai pas parlé dans cette vidéo parce que du coup j'aurai largement le temps de faire des vidéos cette semaine là-dessus, parce que comme vous le savez, je suis vraiment dans mon mois où je travaille ma psychologie, notamment avec le livre qui s'appelle Trade Mindfully. Et du coup, ici normalement je note des choses, mais vous voyez que je les ai pas encore notées parce que j'ai vraiment envie de prendre le temps de décomposer trade par trade les erreurs que j'ai commises, les bonnes actions que j'ai commises, ce que je dois éviter de reproduire, ce que je dois absolument reproduire pour bien trader. Et éventuellement, ça pourrait être intéressant de faire une deuxième partie à cette revue de la semaine, où là, je ne revois pas donc tout d'un point de vue technique et fondamental, mais plutôt d'un point de vue du coup psychologie. On pourrait s'arrêter, parce que même si je l'ai fait un petit peu, mais on pourrait s'arrêter du coup sur les positions que j'ai prises. C'est pas celle-là, c'est les positions hypothétiques. Sur les positions que j'ai prises ici, donc les positions que j'ai prises un peu de façon compulsive, et puis celles que j'ai prises un peu avec plus de recul et un peu plus de réflexion. Mais donc, ça pourrait être intéressant dans une autre vidéo. Voilà, je réfléchis juste parce qu'il y avait un truc que je voulais montrer aussi. Non, bref. Bon, je ne trouve plus cette chose, c'est dommage. Allez, je voulais absolument le montrer. Bon, malheureusement j'ai oublié, donc ce sera pour dans une prochaine vidéo, c'est pas grave. Mais dans la prochaine vidéo, je vous dirai que je m'en suis souvenu et je vous le raconterai. Mais bref, du coup, j'espère que cette vidéo t'a plu. On se dit dans une prochaine vidéo pour la suite de la revue de la semaine et puis pour d'autres vidéos, notamment sur la psychologie trading, parce que j'adore parler de ça et j'en ai pas parlé aujourd'hui. Et sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée ou une bonne journée ou peu importe à quel moment tu regardes cette vidéo et une bonne semaine de trading si tu regardes cette vidéo en début de semaine. Et on se dit du coup à demain dans la prochaine vidéo.